Les antipasses sanitaires qui étaient de nouveau dans la rue samedi sont-ils des gilets jaunes en puissance? En tout cas, les similitudes sont nombreuses. Des figures d'ailleurs du mouvement des gilets jaunes défilaient avec les antipasses. Ils seront de nouveau dans la rue samedi prochain. C'est un mouvement antipasse, c'est aussi un mouvement assez anti-Macron. Alors après la taxe carbone, le pass sanitaire, on va en parler avec Anne-Sora Dubois, avec le professeur Enrique Casalino qui nous accompagne ce soir. Nous sommes aussi avec Fabrice Epelboin, bonsoir. Vous êtes entrepreneur spécialiste des médias et réseaux sociaux et nous sommes avec le chef du pôle politique de l'Institut IFOP, Jean-Philippe Dubrul. Bonsoir monsieur. On va commencer par vous parce que chez vous, l'Institut IFOP a étudié justement de près ces antipasses sanitaires. Y a-t-il des similitudes avec les gilets jaunes? Alors oui, tout d'abord, pour être très simple, après la première manifestation, non pas du week-end dernier, mais du précédent week-end, on a demandé aux Français, l'ensemble des Français, s'ils soutenaient, étaient indifférents ou étaient opposés à ces manifestations contre le pass sanitaire. Et à l'échelle de l'ensemble des Français, on a un gros tiers, 35%, qui nous disent soutenir, avoir de la sympathie pour ce mouvement. Donc 35%, un tiers, on l'a vu. Or, quand on regarde les réponses des gens qui se disent eux-mêmes gilets jaunes, qui se sentent gilets jaunes, on n'est pas à 35% de soutien ou de sympathie, on est à 69%. Donc ce sont, en effet, on fait le parallèle entre ces antipasses sanitaires et les gilets jaunes, eh bien oui, ce sont des populations qui, au moins en partie, mais en grande partie, se superposent, se recoupent. Socialement, comment peut-on définir ce mouvement antipasse sanitaire ? Alors, c'est un mouvement qui, en termes de population, en termes social, recoupe encore une fois les gilets jaunes. C'est-à-dire que c'est toute une France qui galère, toute une France des parties du territoire délaissées ou en difficulté, qui finalement soutient ce mouvement, et se reconnaissait déjà dans le mouvement des Gilets jaunes. Ça va être les jeunes, les moins de 35 ans et surtout les 25-34 ans. Ça va être les artisans commerçants, ça va être les CSP-, ça va être les gens avec peu de revenus, ça va être également les habitants des petites villes et, bien entendu, vous le disiez en introduction, en termes politiques, les gens qui s'opposent le plus à la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire les sympathisants de la France insoumise et ceux du Rassemblement national. Politiquement, est-ce que ce sont des... ils votent à droite, à gauche? Alors ils sont anti-Macron, on l'a bien compris, mais de quel bord politique? Eh bien, il y en a pour un peu tout le monde, j'ai envie de vous dire, parce que qu'on est aussi bien à la gauche de la gauche qu'à la droite de la droite, c'est-à-dire finalement exactement le même panachage qu'on avait constaté lors de la crise des Gilets jaunes. Bien malin était celui qui pouvait dire est-ce que si les Gilets jaunes étaient plutôt un mouvement de gauche, plutôt un mouvement de droite? Finalement non, c'est un mouvement qui agrégeait les mécontentements et la protestation à l'égard du pouvoir et du système, et on retrouve en partie ce schéma-là vis-à-vis de la mobilisation anti-pass sanitaire. Alors, restez avec nous, Jean-Philippe Dubrul. Finalement, si je comprends bien, Emmanuel Macron a réussi l'exploit au cœur de l'été de réveiller les Gilets jaunes. Parce que c'est assez rare des manifestations d'une telle ampleur fin juillet, alors que la France pense plutôt à ses vacances. On verra si ça mobilise encore le week-end prochain. Mais voilà, les Gilets jaunes de nouveau dans la rue. Oui, avant même d'avoir attaqué la réforme des retraites, c'est effectivement un exploit. On n'est pas sûr qu'elle ait lieu, mais bon... Et effectivement, si réforme des retraites il y a, c'est un démarrage en trombe. Si ça annule la réforme des retraites, c'est aussi une défaite. Donc c'est une position très compliquée. Et effectivement, on a, ce qui est assez inédit en France, un mouvement en plein cœur de l'été qui rassemble beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait et qui finalement est un mouvement de contestation envers la politique d'Emmanuel Macron, plus qu'envers en particulier le pass sanitaire qui sert plus de déclencheur au même titre que l'augmentation du carburant a servi de déclencheur. C'est vraiment pour vous vraiment un mouvement anti-Macron. On le voit d'ailleurs dans les slogans, les pancartes. C'est vraiment le chef de l'État cristallise ce mécontentement? Le chef de l'État, lui, a une stratégie qui consiste à cliver pour se mettre dans la poche une large majorité des gens qui sont pour ce pass sanitaire et pour une vaccination qui va de toute façon devenir plus ou moins obligatoire. Donc, d'un point de vue stratégie électorale, c'est plutôt bien joué de la part d'Emmanuel Macron. Reste à tenir 10 mois sur ce clivage-là, sans que de nouveaux clivages apparaissent et sans que ce groupe de mécontents ne grossisse et commence à constituer vraiment une vraie force d'opposition. Parce que quand même, on est dans un pays où 40 millions de Français ont déjà reçu au moins une dose de vaccin.
Ils seront peut-être 50 millions, c'est en tout cas l'objectif à la fin de l'été. Donc majoritairement, les Français sont pour le vaccin. Donc ceux qui sont dans la rue, ils sont minoritaires. Il y a une différence entre être contre le vaccin et contre le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est vraiment une goutte d'eau qui potentiellement peut faire déborder un vase de liberté individuelle qui petit à petit s'effrite. Et ça date de bien avant Emmanuel Macron. Là, on est peut-être face à un phénomène qui tout d'un coup réveille la grenouille qui a été mise dans une casserole sur le feu, et tout d'un coup la grenouille se rend compte que ces toutes dernières formes de liberté sont en train de partir, et bien malin qui sait quand elles Donc il ne faut pas revenir. simplement les traiter d'anti-vax. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez dans cette foule aussi bien de l'extrême gauche que de l'extrême droite, que des gens qui sont totalement anti-vax pour des raisons plus ou moins rationnelles, que des gens qui sont vaccinés mais qui sont contre ce pass sanitaire, qui là encore est un symbole d'une liberté qui s'en va, une de plus. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur, quand vous voyez ces gens qui descendent dans la rue samedi après samedi? J'aime beaucoup ce que vous venez de dire et ça me reconforte. Pour moi, une chose est un phénomène sociologique des gens qui expriment des craintes sur leur liberté éventuelle. Après, on peut être d'accord ou pas si c'est vraiment ça, être libre, mais ça n'a rien à voir. Je pense que vraiment les antivax, c'est une minorité. Les vrais antivax, des doutes, des nécessités de rassurer, de donner les bons arguments. Bien sûr qu'il y en a et qu'il faut le faire, il faut faire de la pédagogie. Les vrais antivax, c'est une minorité. Et je pense que là, il y a un jeu très facile de positionnement et de récupération politique. Quand on voit que dans la même manif, il y avait d'un côté M. Philippot et de l'autre M. Mélenchon, on ne sait pas où taper de la tête finalement, où est-ce que je me trouve le mieux ou le moins mal. Oui. Donc non, je partage complètement votre analyse. Des récupérations on peut pas mélanger les deux. Assez étranges. On a vu passer des photos où devant le cortège de Florent Philippot, on avait aussi bien des gens dont l'accoutrement laissait très clairement penser qu'ils venaient plutôt de l'extrême gauche que des femmes voilées. Donc on a une tentative de récupération politique qui, pour l'instant, n'a pas fait. Mais ça n'a jamais marché, la récupération politique, au moment des Gilets jaunes. D'ailleurs, dès que un leader voulait s'emparer du mouvement, il était très critiqué par les autres, conspué. Là, j'ai l'impression que est-ce que ça va prendre? Parce que là, on voit Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan. On a une forme hybride. Les Gilets jaunes, c'était vraiment changement d'algorithmie de Facebook qui fait que du jour au lendemain, vous aviez votre flux d'informations Facebook qui auparavant était déterminé par les pages que vous likiez, les amis avec lesquels vous aviez des relations fréquentes, et tout d'un coup, vraiment du jour au lendemain, c'était les amis à proximité géographique et les groupes, et ça a changé l'alimentation en information des Français et déclenché une myriade de phénomènes, aussi bien en France qu'au Chili, qu'au Liban, que dans tout un tas de pays du monde. Là, on a un mouvement qui à la fois s'est constitué de façon plus ou moins spontanée sur les réseaux sociaux, mais également a été mis en place, organisé par des groupes politiques comme celui de Florent Philippot. Donc on est dans une forme hybride, on n'est pas vraiment dans la même configuration que les Gilets jaunes. Alors Fabrice était en train de nous dire que finalement ça arrangeait plutôt Emmanuel Macron, ce clivage, puisque lui il peut être le président des gens raisonnables qui se sont fait vacciner, et traiter les gens dans la rue d'égoïstes, c'est ce qu'il a fait lors de son déplacement. Est-ce que ça, en même temps, il y a quand même un risque, on a vu comment les Gilets jaunes ont plombé une bonne partie de son quinquennat. Ce mouvement, on ne sait pas ce qu'il peut devenir. Il peut se poursuivre l'été et continuer à la rentrée. Oui, d'ailleurs, même en dehors de... Vous parliez de porosité avec le mouvement des Gilets jaunes, mais l'exécutif se dit, si le mouvement des anti-vaccins se poursuit, les cortèges sont quand même très importants. Si ça grossit encore, ils peuvent aussi en convaincre d'autres, ces anti-vaccins, de ne pas se faire vacciner. Donc oui, il y a une inquiétude de toute façon. Alors après, c'est vrai que vous avez raison, il y a un aspect assez pratique à corneriser ce mouvement du côté des gens qui sont forcément en défiance de tout. On les appelle les anti-tout. Ils sont anti-laboratoire pharmaceutique. Je dis pas que c'est ce que je pense, mais il y en a qui les qualifient comme ça, anti-tout, anti-laboratoire pharmaceutique, anti-État, anti-pass sanitaire, anti-mesures pour lutter contre l'épidémie. Il y a quelque chose d'assez pratique, c'est vrai, parce qu'effectivement, on se met soi-même dans le camp des raisonnables, et eux sont nécessairement qualifiés de déraisonnables. Voire de dingue. Il paraît qu'un ministre les aurait traités de dingue. Ce mouvement réveille les dingues, aurait dit un ministre important du gouvernement. Alors, je suis pas sûr qu'en les traitant de dingue, ça va calmer les choses. Non, mais après, il y a une partie de l'exécutif qui considère, enfin du gouvernement, qui considère que dans ce mouvement-là, il y a des gens qui ne seront pas convaincus de toute façon. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la marge électorale, ils ne sont pas dans l'électorat à séduire, parce que l'exécutif a fait... l'exécutif a fait une croix dessus exactement en se disant que de toute façon, ils ne seront jamais convaincus, parce que même si à un moment,
Ils étaient moins défiants vis-à-vis, parce qu'il y a aussi cette crise démocratique qui est derrière, une crise vis-à-vis des grandes formes d'institutions. Même si à un moment cette crise-là pouvait être résolue, il y a tellement d'anti-macronisme, tellement personnel que de toute façon, on n'arrivera jamais à les convaincre. Justement, c'est ce côté personnel, moi, qui m'interroge, Jean-Philippe Dubrulle. C'est vraiment, il y a des gens qui sont viscéralement contre Emmanuel Macron. On est même quasiment dans la haine parfois. Comment l'expliquer que ce président cristallise de la haine? Alors il y a eu à un moment donné la taxe carbone, là maintenant c'est le pass sanitaire, mais on trouve toujours un moyen finalement pour exprimer cette colère, voire cette haine. C'est en tout cas ce ressentiment particulier à l'égard d'Emmanuel Macron. Alors déjà, il faut resituer un peu les choses parce que dans les différents baromètres, sondages de popularité qu'on a depuis plusieurs mandats, Emmanuel Macron est loin d'être moins bien placé que ses prédécesseurs. Il est même mieux placé à la fois que Nicolas Sarkozy et François Hollande au même moment de leur mandat respectif. Enfin, qui était très impopulaire. Voilà, il a toutefois un socle de popularité important, mais de l'autre côté, des gens qui l'aiment pas, ils l'aiment pas, mais très très fort aussi. Donc d'où ça vient ça? Il faut voir que c'est quasiment simultané à l'élection d'Emmanuel Macron, tout simplement. En 2017, au premier tour, vous avez un paysage politique extrêmement fragmenté. Vous avez deux candidats autour de 22-24 que sont Macron et Marine Le Pen. Vous avez deux candidats autour de 20 que sont Mélenchon et Fillon. Dès le second tour, on a fait un procès en mauvaise élection d'Emmanuel Macron. On a dit qu'il était arrivé par effraction parce qu'il n'avait pas été élu avec un nombre de voix extraordinaire. Donc dès ce moment-là, vous avez des gens, on pourra faire le parallèle avec d'énormes pincettes, avec finalement ce qui s'est passé outre-Atlantique aussi, avec Trump. Voilà, cette remise en question, en tout cas, dans une part de la population, la légitimité d'Emmanuel Macron à les gouverner. Ça, c'est dès le début. Et puis ensuite, vous avez le président des riches, le rabotage des APL, et puis ainsi de suite jusqu'à la crise des Gilets jaunes. Donc vous avez tout un continuum de situations politiques, de petites phrases aussi d'Emmanuel Macron, parce que le pire ennemi d'Emmanuel Macron, c'est sans doute lui-même. En tout cas, beaucoup de choses qui s'additionnent pour créer un continuum de ressentiment, voire de haine particulièrement virulente à l'égard du président de la République. Alors, la différence, Fabrice Epelbaum, avec le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes était quand même un mouvement social, économique. C'était pour protester au départ contre la taxe carbone. Et on peut même dire, avant, c'était contre l'augmentation, enfin la limitation de la vitesse à 80 km/h. Et après, donc, sur les revendications économiques. Là, c'est pas le cas. Là, c'est des revendications sanitaires. Alors, on est au tout début du mouvement. Rappelez-vous, les Gilets jaunes, ça a mis plusieurs semaines avant d'avoir des revendications claires. Au début, c'était une espèce de panaché de tout et n'importe quoi. Et au bout de quelques semaines, tout le monde s'est accordé à réclamer le référendum d'initiative citoyenne. Le RIC. Et à partir de là, et durant des mois et des mois, les revendications étaient claires. On voulait plus de démocratie à travers le RIC. Pour l'instant, on est au tout début du mouvement. La revendication, c'est grosso modo non au pass sanitaire. Il va peut-être falloir attendre un peu avant que les choses s'éclaircissent. Ça demandera quelques semaines, peut-être même tout l'été. Mais comment expliquer qu'il n'y ait pas eu une manifestation lorsqu'on a confiné toute la population française, lorsque la France a subi l'un des couvre-feux les plus longs en Europe, je crois que c'est même le plus long, quasiment pendant un an, il y a eu un couvre-feu en France. Là, les gens ne sont pas descendus dans la rue. Comment expliquer que c'est le pass sanitaire qui déclenche le mouvement? L'état de choc, le premier confinement, non seulement la France était finalement sur un pied d'égalité avec tout un tas d'autres nations, tout le monde était dans ce choc de la découverte de ces maladies. Là, on a beaucoup plus de recul. On peut comparer avec ce que font les voisins, aussi bien dans la façon de communiquer. Angela Merkel passe son temps à s'excuser auprès de sa population, fait preuve d'énormément d'humilité, a une pédagogie qui est propre à l'ingénieur qu'elle est, et elle a réussi quelque part à se mettre avec sa population contre le virus. La stratégie d'Emmanuel Macron, c'est non seulement de ne jamais admettre ses erreurs, mais de cliver, de chercher à cliver. On est proche, on parlait de la stratégie qui a mené Trump au pouvoir, de ce que Hillary Clinton avait comme façon de désigner son opposition avec les despicable, les méprisables. On est complètement dans la stratégie qui a fait perdre Hillary Clinton. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes approches politiques. Signe pour Emmanuel Macron. Et c'est pas un très bon signe pour Emmanuel Macron. Et on est clairement dans quelque chose de très très différent et on peut se comparer. Au premier confinement, on ne pouvait pas se comparer. Tout le monde était face à cette même catastrophe. Professeur. Ouais. J'insiste, ce qui a été une erreur pour moi, c'est avoir dit c'est terminé le virus, nous avons gagné, on levait le masque, on levait tout, c'est terminé, vous êtes vaccinés, alléluia, super, on va passer un été génial, et l'été n'est pas terminé. Et tout d'un coup, on commence à parler d'impasse. Ça a pu aider à fédérer les choses. Et là où je trouve quand même que notre société... L'échange de pied trop brut.
trop brutaux. C'est pas possible, c'est-à-dire on dit... Sans d'ailleurs, un jour, à un moment donné, dire on s'est un peu trompé. L'autre erreur, c'est de ne pas dire désolé, on s'est trompé, désolé, on ne savait pas, désolé, on a fait un pari, on a perdu. Ce que font aussi bien Boris Johnson qu'Angela Merkel. Alors après, tous, pardon, mais je regarde ce qu'ils font ailleurs, c'est pareil. Ça rétropédale, ça prend des mesures, finalement ça les annule. Boris Johnson, il a fait tout et son contraire aussi. Boris Johnson a fait des choses comique, mais il est revenu vers sa population, il s'est excusé, et il a admis ses erreurs, il a quelque part traversé une forme de rédemption. Angela Merkel a également présenté ses excuses. Je crois que c'est le cas de la plupart des dirigeants européens. En France, on est passé de Sibeth Ndiaye à un peu moins pire, mais très concrètement, jamais l'exécutif français, l'exécutif, a présenté ses excuses en disant on s'est trompé pour le déconfinement, on s'est trompé dans tel... On a mis en Premier ministre le responsable d'un déconfinement dont tout le monde admet la catastrophe. Mais c'est peut-être ça le plus grand point commun en fait entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement des anti-vaccins, c'est que ils dénoncent ces deux mouvements un État qui n'accompagne pas, dont ils n'ont pas l'impression en tout cas qu'il les accompagne, c'est-à-dire un État qui est trop autoritaire, qui leur dit faites ci, faites ça. Pourtant c'est un État qui a aidé tout le monde. Mais c'est un État qui a aidé tout le monde, mais qui n'a pas expliqué pourquoi. Enfin, qui a aidé, mais qui n'a pas expliqué ses décisions. On sait très bien comment ont été prises les décisions. Oui. On l'a constaté nous-mêmes. En cercle très restreint, on a parlé du couple maire-préfet. Monarque républicain, c'est la 5e République. Dans les limbes de la démocratie. Non, mais voilà. Mais c'est ça l'histoire, c'est que les gens n'ont pas eu l'impression d'être associés. Par exemple, sur le pass sanitaire, c'est vrai, oui. Il devait y avoir un comité vaccinal de citoyens. Qu'est-ce qu'il est devenu? Personne ne sait ce qu'il est devenu. Un comité aussi sur la mise en place des mesures sanitaires. Qu'est-ce qu'il est devenu aussi? Donc aujourd'hui, c'est le même type de défiance qui concernait les Gilets jaunes qui se sentaient un peu abandonnés, pas assez pris en compte et avec un manque de démocratie. On parlait du RIC tout à l'heure et c'est un peu la même chose pour les anti-vaccins. Il n'y a peut-être pas que de l'anti-vaccin, il y a aussi surtout un rejet d'une forme de gouvernance dont ils se sentent exclus. Et en même temps, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, les Gilets jaunes enfin, les Gilets jaunes, oui, les anti-pass sanitaires, si c'est les mêmes, sont parfois très durs. Ils excluent aussi les autres. Ils s'en prennent à des journalistes. Ils ne supportent pas la contradiction, ce qui est assez paradoxal. Ils manifestent pour leur liberté, du fond, là, mais ont du mal, mais c'est aussi le fond, ont du mal à accepter la liberté des autres. Il y a un rapport très conflictuel entre les médias d'une façon générale et ces nouveaux mouvements sociaux qui sont partie de ce qu'on connaissait auparavant, qui étaient des organisations syndicales ou des partis politiques qui encadraient tout un tas de choses et qui finalement marchaient avec une certaine forme de connivence et une représentation sur des plateaux télé. Là, on est sur des organisations qui n'ont pas vraiment de représentation, donc il est complètement illusoire de vouloir interviewer un représentant, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le propre des mouvements qui sont nés sur Internet, qui ont commencé il y a déjà très longtemps par des formes comme Anonymous. Il est absolument invraisemblable d'avoir une forme de représentation et qu'on va regarder la composition des gens qui manifestent, on trouve l'extrême gauche, l'extrême droite, donc on imagine bien qu'avant qu'ils se mettent d'accord sur un représentant, ça n'arrivera pas de sitôt. Et du coup, les médias ont énormément de difficultés à interagir. Qui plus est, il y a un très lourd passif avec les Gilets jaunes qui ont été tour à tour complotistes, antisémites et je ne sais pas trop. Donc forcément, il y a un très très gros passif avec les médias. Jean-Philippe Dubrul, on voit des responsables politiques dans la rue avec ces anti-pass sanitaires, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan notamment. Est-ce que ça va leur profiter politiquement? Parce que les Gilets jaunes, je me souviens, se méfiaient justement de ces récupérations politiques. Alors, ces mêmes personnalités politiques étaient déjà, du moins ont tenté dès le début de la crise des Gilets jaunes de capitaliser sur ce vent de révolte et ce vent de contestation. On a bien vu en tout cas qu'au niveau des Gilets jaunes, ça leur a pas forcément apporté un grand gain électoral ou de notoriété. Après, sur le cas particulier du pass sanitaire, on voit qu'ils ont pris le train en marche, certes, mais beaucoup plus tôt. Cela dit, dans les différentes enquêtes d'opinion qu'on peut faire, que ce soit en termes d'intention de vote ou de popularité, etc., on n'a pas vu de sursaut ou de soubresaut dans les codes de popularité de ces personnalités-là depuis quelques semaines, voire quelques mois qu'elles sont engagées dans cette contestation-là virulente. Merci à tous.